Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons analyser le match 1 de chaque série. Nous allons commencer par les autres équipes pour terminer par les Lakers. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Magnifique match entre les Cavs et les Knicks. Victoire des Knicks 101-97 sur le terrain des Cavs. On a vu Donovan Mitchell déchaîner, 38 points, 10 passes décisives, 17 points pour Garland qui a disparu en deuxième mi-temps. Le front court de cette équipe des Cavs n'a pas existé offensivement en deuxième mi-temps notamment. Je parle de Jarrett Allen et bien sûr de Mobley, même s'ils étaient très précieux en défense. De l'autre côté, il faut attirer l'attention sur le rôle qu'a joué Josh Hart, 17 points, 10 rebonds, une défense extraordinaire sur Donovan Mitchell, surtout dans le money time. Malgré une entorse pendant le match, il met un 3 points qui donne pratiquement la victoire à cette équipe des Knicks. Je vous avais dit de faire attention à ce joueur. Le facteur X pour moi de cette équipe des Knicks. Si les Knicks gagnent cette série, vous savez que j'ai donné Cavs en 7 matchs. Si les Knicks gagnent cette série, ce sera en grande partie grâce à ce profil de joueur, ce Josh Hart qui n'a pas peur du moment, qui joue en défense, qui tire à 3 points, qui peut switcher, très versatile, qui n'a peur de personne. Josh Hart, pour moi, c'est le X-Factor de cette série. Que doit faire Cleveland pour le prochain match? À mon sens, 3 choses doivent être faites. Le front court de cette équipe des Cavs doit dominer celui des Knicks. C'est-à-dire Jarrett Allen et Mobley doivent dominer Randle et Robinson. Sinon, ça va être très compliqué. Deuxièmement, il faut que Okoro trouve un moyen de rester sur le terrain. Ça veut dire que quelque part, en défense, il est tellement précieux qu'il doit défendre sur Bronson. Troisièmement, il faut qu'il y ait un peu moins de Donovan et un peu plus de Garland. Garland a disparu en deuxième mi-temps. On l'a pas vu dans le pick and roll. Surtout, on l'a pas vu dans ce jeu de pénétration un peu à la Jalen Brunson. Donc, je pense que ça a manqué à cette équipe de Cavs. Mais en tout cas, très très beau match jusqu'à présent. Boston face à Atlanta. Une véritable claque. À la mi-temps, les Celtics comptaient 30 points d'avance sur Atlanta. Ce n'était absolument pas beau pour Atlanta. Cette équipe de Boston est extrêmement dangereuse, sereine. 5 joueurs à plus de 10 points, dont le duo Tatum Brown, 25 pour l'un et 29 pour l'autre. Derrick White, 24 points. Avec une présence de Robert Williams qui était très forte au niveau de la raquette. Résultat final, 112-99. Un résultat qui ne reflète pas la physionomie du match. Que peut faire Atlanta lors du second match? Il faut inclure beaucoup plus Trae Young. Il faut que Atlanta mette Boston dans des situations de défendre systématiquement le pick and roll. Ce pick and roll, Trae Young, Capella ou DeJounte Murray, Capella. Il faut que Atlanta joue plus grand. Sinon, je pense que Robert Williams va continuer à dominer la série à l'intérieur de la raquette. 56 rebonds pour Boston contre 45 pour Atlanta. C'est difficile de gagner dans ces conditions. Sacramento Kings, Golden State Warriors. Ce match a tenu toutes ses promesses. C'est effectivement le basket champagne auquel on s'attendait. Les Kings sont venus à bout des Warriors 126-123. J'avais donné dans cette série les Warriors victorieux en 7 matchs. Je reste sur mon pronostic malgré cette défaite. En tout cas, il y a 2 choses que je vois dans cette équipe des Warriors qui me font penser que peut-être qu'ils pourraient terminer cette série
plutôt que prévu, je sais. Malgré leur défaite, malgré ce qui s'est passé dans ce match-up. Justement, malgré tout cet effort de Sacramento, devant un public extraordinaire qui attendait comme des morts de faim ce premier match de playoff, eh bien, cette équipe des Kings a cravaché pour venir à bout des champions du monde. Ça, c'est le premier élément qui me fait dire ça. Deuxièmement, le retour de Wiggins. Wiggins a fait un match plus ou moins. Un match néanmoins dans lequel on a vu qu'il était en rythme pour un joueur qui n'a pas joué depuis 2 mois. Ça, pour moi, c'est ça qui va tout changer. En plus, Gary Payton Jr. est revenu, même situation, il n'a pas joué toute la saison, il était en problème de rythme. Cependant, on a vu qu'avec ces 2 joueurs, cette équipe de Golden State n'est plus la même. Et avec DiVincenzo, ils ont encore un joueur qui leur apporte un peu plus de flexibilité. Potentiellement, cette équipe des Warriors peut être meilleure que celle de l'année passée. Mais pour cela, il faut qu'ils retrouvent leur cohésion en défense. Ils ont fait un excellent travail sur Sabonis qui a été bon, qui a été dans ses moyennes habituelles. Cependant, 38 points pour Fox et surtout Malik Monk en sortie de banc leur a fait très mal. Il faut que défensivement, ils arrivent à contrecarrer ce système Kings. Moi, je l'appelle déjà le système Kings parce que c'est une attaque extrêmement intéressante. Je reste sur mon pronostic de départ, Warriors en 7, à moins que la défense revienne dès le prochain match. Dans ce cas, ce sera Warriors en 6. « 121 à 101. Une nette victoire avec une stratégie des Nets qui n'a pas fonctionné. Quelle était donc cette stratégie? Faire une prise à 2 sur Joel Embiid, peu importe où il se trouve sur le terrain. Résultat, ça a libéré de l'espace, notamment pour James Harden qui a terminé en double-double. Ça a permis à James Harden de rentrer directement dans la série. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'était pas une bonne idée, cette stratégie. Toujours est-il que les Nets ont tiré à 56% dans ce match. Ils ont eu une réussite assez intéressante. On a vu qu'il y a énormément de joueurs capables de scorer pour cette équipe. Cependant, la stratégie de départ était mauvaise. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour le match 2? Eh bien, moi, si j'étais les Nets, je laisserais Joel Embiid face à Clarkson. En 1 contre 1. On sait que personne dans cette ligue ne pourra arrêter Joel Embiid. Il sera de toute façon, de loin, le meilleur joueur de la série. Le danger, c'est de faire en sorte que James Harden soit le 2e meilleur joueur de la série. À ce moment-là, il n'y a plus d'espoir. Il faut que Mikal Bridges soit le 2e meilleur joueur de la série. Pour cela, il faut museler tous les autres joueurs de cette équipe des Nets et laisser Joel Embiid dominer. Puisqu'on sait qu'il y a une telle disparité entre son niveau et celui de Clarkson, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Ainsi, on peut diminuer l'influence de James Harden de faire jouer tout le monde et de rentrer tous les autres joueurs dans la série. Il faut mettre un doute dans l'esprit de James Harden, museler les autres joueurs de l'équipe, enlever la confiance des joueurs de périmètre. Les Milwaukee Bucks face au Miami Heat. Hier, on a vu la première grande surprise de la saison, le numéro 1 face au numéro 8. Victoire 130 pour Miami contre 117 pour Milwaukee, qui a enregistré la blessure et la sortie de Giannis Antetokounmpo, qui a eu une chute pendant le match. De l'autre côté, Tyler Hero est sorti du match, blessé à la main, out pour la suite de la série. En tout cas, Miami a fait un match sérieux, un match bien pensé, un coaching précis, et on a retrouvé un Jimmy Butler de la bulle. Butler, hier, a été extrêmement efficace avec 35 points inscrits, tous dans la raquette ou dans la zone de mid-range. Miami a gagné dans un jeu collectif assez impressionnant avec 6 joueurs à plus de 10 points, dont Kevin Love, 8 rebonds et 16 points. Kevin Love qui était très important hier pour l'équipe de Miami. De l'autre côté, Chris Middleton, 33 points et 9 rebonds, était très bon hier, aidé par Bobby Portis.
Cependant, le reste de l'équipe n'a pas du tout répondu à l'appel. Cette équipe des Bucks doit revenir sur ses fondamentaux, sa valeur principale qui est sa défense. Il faut que cette équipe joue dur. Il faut que Middleton retrouve sa valeur en défense. Il faut que Jrue Holiday soit lockdown sur Jimmy Butler. Il faut surtout que le coach profite de cette profondeur de banc pour que ces joueurs qui sont attitrés, qui sont importants au niveau du système défensif, lorsqu'ils sont sur le terrain, se donnent à 100%. Si possible, cette équipe de Milwaukee peut aussi jouer plus petit avec peut-être Bobby Portis sur le poste 5 et Middleton sur le poste 4. Ça va permettre d'ouvrir un peu plus le champ de jeu pour créer des situations, notamment pour Jrue Holiday. En tout cas, très bon match de Miami hier. On attend la suite. Phoenix Suns, Los Angeles Clippers. Victoire 115-110 des Clippers sur le terrain de Phoenix. Je vous ai dit, cette série va aller en 7 matchs. Je pense que s'il y a bien une équipe dans la NBA qui a la possibilité de contrecarrer cette équipe des Suns, ce sont les Clippers. À cause, ou plutôt grâce à leur profondeur de banc. On a vu Kawhi Leonard dans son espace, dans son spot, dominer par moments cette équipe des Suns qui n'ont pas vraiment trouvé de solution pour lui. Russell Westbrook a été extraordinaire hier. Malgré ses tirs ratés, il a été en défense un véritable facteur. On l'a vu défendre sur plusieurs joueurs et à chaque fois, il était pertinent. Je suis content de le voir dans ce contexte où il redevient un joueur important. Hier, cette équipe des Clippers ne gagne pas sans lui. De l'autre côté, Kevin Durant n'a plus gagné un match de playoff depuis 7 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Cette équipe des Suns, qui est en fait une excellente équipe, ou en tout cas sur le papier, offensive, a des problèmes au niveau de la profondeur de banc et aussi de la défense. J'ai trouvé que Torrey Craig était assez pertinent, mais au fond, face à Kawhi Leonard, c'est compliqué pour lui. Que peuvent faire les Suns pour le prochain match? Eh bien, il faut penser à un pressing sur le porteur de balle. Le meneur de jeu de cette équipe des Clippers, dans ce cas, c'est Russell Westbrook. Il faut dès le début l'empêcher d'organiser le jeu. Et puis, il y a la question dans la raquette. Zubac face à Ayton. Il faut que Ayton domine cette série, mon Dieu. C'est ça la solution. On a vu Zubac extrêmement puissant en début de match et en deuxième mi-temps, il était un peu moins influent. C'est comme ça que ça doit être si les Suns veulent avoir une chance dans cette série. Denver Wolves, le numéro 1 de l'Ouest face au numéro 8. Victoire sans appel de Denver, 109-80. Face à une équipe de Wolves qui n'a pas eu d'énergie. Face à cette équipe de Denver bien reposée. 6 joueurs à plus de 10 points. C'est un jeu collectif qui a triomphé. De l'autre côté, ce Twin Tower, ce jeu des grands n'a pas fonctionné. Évidemment, quelle solution pour cette équipe des Wolves? C'est là que ça le bas blesse. Jalen McDaniels, qui s'est blessé en mettant un coup de poing à ce mur, aurait été extrêmement important. De même que Naz Reid dans cette configuration, puisque ça aurait permis à cette équipe de Wolves de switcher surtout et surtout de jouer plus petit et de mettre Jokic dans une situation de défendre le pick and roll. Or, avec cette politique qui a été choisie par le front office des Wolves, c'est de jouer avec 2 grands. Eh bien, ça pose problème, ce système-là, puisqu'en fait, on sent que avoir un pivot traditionnel face à Jokic, ça le permet de rester dans la raquette et de ne pas commencer à aller chasser des tireurs, des straight five sur tout le terrain. Et ça, je pense que c'est un avantage indéniable pour Denver. Que peut faire Minnesota pour le prochain match? Honnêtement, comme ils sont grands, comme ils jouent grand, il faut qu'ils alimentent le plus possible Rudy Gobert dans la raquette pour qu'il puisse un peu fatiguer le Joker. On sait que le Joker n'aime pas défendre. Je pense qu'il n'y a que ça comme solution. En tout cas, ça commence très fort pour Denver, qui montre qu'il faudra compter
avec eux. Les Lakers ont dominé les Grizzlies sur leur terrain à Memphis, 128-114. Regardez le match ou regardez la fiche de stats, les deux correspondent. Les Lakers ont été supérieurs dans tous les secteurs du jeu. Meilleur pourcentage à 3 points, meilleur pourcentage à 2 points, meilleur pourcentage au lancer franc, plus de points dans la raquette, plus de rebonds, plus de passes décisives. Cette équipe des Lakers est impressionnante. Que peuvent faire les Grizzlies dans cette série? Premièrement, il faut absolument qu'ils jouent plus dur. Il faut que le niveau d'intensité de cette équipe de Grizzlies augmente d'un niveau. Et pour cela, il faut que chaque possession soit contestée. Il faut que tout soit difficile pour les Lakers. J'ai trouvé que les Lakers étaient un peu installés dans une zone. On a vu D'Angelo Russell organiser son équipe très calmement, cool, avec ce flegme qu'il a, qui a fait que cette équipe des Lakers n'a jamais paniqué alors qu'ils jouent un match de playoff à l'extérieur. Donc il faut que ça change du point de vue des Grizzlies. Il faut continuer à faire ce qu'ils ont fait dans le match 1, à savoir avoir Jackson sur le poste 4. Comme ça, il est opposé à LeBron et il peut fatiguer LeBron. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coach Darvin Ham, il ne veut absolument pas faire confiance aux 3 pivots réservistes de cette équipe des Lakers. C'est-à-dire Mo Bamba, Wayne Gabriel et Tristan Thompson. Dès lors, les Lakers jouent avec Eddie sur le poste 5 et Eddie n'est presque jamais en opposition avec Jaren Jackson Jr. La victoire des Lakers hier est due, à mon sens, à 3 facteurs importants. Eddie en défense, il a été absolument monstrueux. 7 contre et 3 interceptions. On sait que Jaren Jackson Jr. sera sans doute le défenseur de l'année, mais Eddie a montré hier qu'ils ne sont pas de la même catégorie. Eddie est dans une catégorie à part. Et c'est ça qui fait que les Lakers sont dangereux. Autre facteur, on a vu, à la fin du match, Austin Reeves prendre les choses en main, de telle sorte que tous les double teams, les prises à 2 qui étaient faites, soit sur LeBron ou sur Eddie, ça n'a pas fonctionné. Enfin, l'apport de Rui Hachimura. Le mec, il a joué 30 minutes, il a mis 29 points, il a pris 8 rebonds. Imaginez ça. 14 tirs pris seulement dans le match, 11 réussis. Extraordinaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en général, ce genre de performance, vous l'avez dans un match de playoff à domicile. Parce que les joueurs de rôle, en général, ils sont meilleurs chez eux que on the road, à l'extérieur. Or, ce qui s'est passé, tant avec Reed qu'avec Hachimura, ou même avec D'Angelo Russell qui a fait un très bon match, tout dans le contrôle, d'accord? Eh bien, ce genre de performance, en général, on ne l'obtient pas sur le terrain de l'autre. On l'obtient à domicile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait hier, c'est grand. Et je vous ai toujours dit que Rui Hachimura, pour moi, c'est celui qui apporte une autre dimension à cette équipe des Lakers. Même quand cette équipe joue en small ball, parce que lui, quand il rentre dans le jeu, il apporte une autre dimension. Une dimension physique dans un small ball et une disponibilité tant dans le mid-range qu'à 3 points. Puisque hier, on l'a laissé. C'était ça la stratégie de cette équipe de Memphis, c'est de laisser Hachimura tout seul. C'est-à-dire que le gars qui défend sur Hachimura, il va vite venir soit sur LeBron, soit sur Eddie pour mettre une prise à 2. Et là, il les a fait payer. Ça va être très intéressant de voir comment Memphis réagit à cette situation, soit laisser LeBron dominer, ou soit laisser les autres joueurs rentrer dans l'influence du jeu. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée au match 1 des playoffs 2023. Beaucoup d'enseignements. À très bientôt sur Lakers tout le temps pour plus d'analyse. Ciao.